Clémence. Bienvenue dans ce 12e épisode du podcast Nous, Femmes d'IPE. Être fière de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, on s'installe au centre communautaire de la Belle Alliance à Summerside avec Diane Ouellette. Entre héritage et transmission linguistique, Diane nous éclaire sur ce qu'implique la perte d'une langue. Entre intuition et main tendue, elle nous rappelle aussi à quel point il est souvent important de se faire confiance. Bonne écoute! Bonjour Diane. Bonjour Clémence. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation. De rien. J'aimerais commencer ce podcast en te laissant te présenter de la façon dont tu le souhaites, puis présenter un petit peu ton parcours, savoir comment tu es arrivée à être Diane que tu es aujourd'hui. Wow, c'est une grande question. Mais je suis Diane Bernier-Ouellette. Je dis toujours que je suis maman de 2 merveilleuses femmes, grand-maman aussi de 2 petits garçons qu'on adore de tout notre cœur. Professionnellement, je suis consultante en littératie scolaire et familiale. Donc, on va peut-être jaser de cela un petit peu plus tard. Donc, vraiment, c'est un peu c'est ça mes rôles principaux. Donc, moi, je suis née à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ma famille, on n'était pas très riches. On était des grands travailleurs. Mes parents nous ont inculqué à mon frère et moi l'importance du travail. Donc, très jeunes, on ramassait des patates parce que dans mon coin de pays, on cultive la pomme de terre. C'est reconnu de partout, je pense. Donc, même dès l'âge de 6 ans, on se retrouvait dans le champ de patates à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures le soir. Puis, wow. En tout cas, et tout ça, je pense, m'a probablement marquée parce que j'ai toujours... on me dit souvent que je travaille un peu trop. Mais comme ado... alors, chez nous, ça se passait en français. Ma famille était francophone. Mais Grand-Sault, c'est une ville officiellement bilingue. Okay. C'est la seule, je pense, au Canada, qui est peut-être une ville officiellement bilingue, où ça a été la première. Donc, il y avait de l'anglais partout, mais dans ma famille, ça se passait en français. Puis, dans la ville, pour moi, mes souvenirs, c'est que c'était majoritairement français. Donc, on était près des frontières du Québec. Donc, ça nous influençait au niveau de la télé et tout ça. Mais on était à 1 kilomètre des frontières américaines. Donc, ça aussi, ça nous influençait. Ouais. Donc, on avait l'influence des deux. Moi, comme ado, mais c'est ça, dans mes souvenirs d'ado, pour me préparer à l'entrevue, j'essayais de penser à qu'est-ce qui a influencé ma vie d'adulte lorsque j'étais petite fille. Puis, je me souviens que les voisines téléphonaient ma mère pour voir si je pouvais faire du tutorat avec leur enfant. Et je sais que pendant presque tout mon secondaire, je rencontrais des garçons, c'était surtout des garçons, sur la rue, où les mamans voulaient qu'on leur donne un petit coup de pouce pour réussir à l'école. En fait, j'étais souvent, c'était des hasards, mais j'étais dans des situations où j'étais avec les enfants. Donc, mon travail d'été, ce qu'on m'offrait parfois, on a un petit projet d'été. Diane, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec les enfants, faire des activités pendant l'été? J'ai aussi été cheftaine de Jeannette. Et ne laissez pas le mot cheftaine vous impressionner. J'avais 15-16 ans. Ça voulait dire que j'étais une des guides pour une troupe de Jeannette. Et puis, je peux peut-être vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais cheftaine de Jeannette, on avait décidé d'aller faire un voyage avec les petites Jeannette, qui, il y avait les petits louveteaux aussi, il y avait les 2. Ils avaient quoi? 9, 10, 11 ans, ces enfants-là. Donc, il y avait aussi des adultes, des gens plus âgés que moi, évidemment, et une couple de cheftaines comme moi, de 15-16 ans, des ados.
Et ils ont décidé qu'on allait amener les enfants à l'île du Prince-Édouard. Okay. Et moi, je n'y étais jamais allée. Alors, part pour l'aventure, autobus, c'était tellement plaisant le voyage. On arrive ici et puis, je pense que c'était un voyage de 3 ou 4 jours. C'était pas très long, mais on arrive ici, on s'installe à quelque part, j'oublie où c'était, mais il n'y a plus tout le temps qu'on était à l'île du Prince-Édouard. Les tentes et les sacs de couchage, là, c'était imbibé. Il fallait les sécher, oui, à tous les soirs. Et puis moi, un de mes rôles, c'était de dormir dans la tente avec 2 ou 3 petits qui, eux, devaient se lever la nuit pour aller faire pipi. Donc, la nuit, je dormais pas très bien parce qu'ils se levaient pas en même temps. En tout cas, bref, on retourne à Grand-Sault. Ça donne que le soir, on arrive tard. Ma famille est là. Ma grand-mère, ma tante, tout le monde m'accueille à bras ouverts. Comment c'était le voyage? Ma mère pleurait. C'était la première fois que je quittais la maison, tu sais. Et là, je me mets à pleurer et je dis, oh, je suis tellement épuisée, je veux juste dormir. Puis je veux juste vous annoncer, la famille, là, que jamais je vais retourner à l'île du Prince-Édouard. Et de plus, jamais je ne serai une enseignante. Je déteste les enfants. Oh non, c'est fou. Oui, mais bien sûr que tout ça s'est avéré complètement faux et le contraire s'est passé dans ma vie, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, petite fille, c'est ça qui s'est... adolescente, plutôt. J'adorais la lecture. Donc, je réalise maintenant, en rétrospect, que, tu sais, avec mon amie Margot, on allait à la bibliothèque à chaque semaine, faire le plein, et je lisais des polars. Et c'est encore le genre que j'adore aujourd'hui. Mais dans tout cela, quand j'étais petite, et quand j'étais ado aussi, bien sûr, je me souviens avoir toujours été insécure et toujours me questionner et être timide aussi. J'étais pas celle qui... Je sentais que dans ma tête, j'avais des bonnes idées, mais je voulais pas toujours les articuler. J'avais peur. Je pensais aussi souvent à ma famille, à ma mère biologique, parce que moi, j'ai été adoptée à la naissance. Donc, ça habitait beaucoup mon esprit de savoir qui elle était et à quoi aurait l'air une autre famille. J'ai passé beaucoup d'heures à chercher moi-même parce que je ne voulais pas que ma mère adoptive le sache par peur de la blesser. Alors tout ça. Donc, les enfants, les livres, l'adoption, tout ça, ça a habité beaucoup mon espace là, quand j'étais petite ou ado. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je continue après? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vas-y, nous, on veut savoir jusqu'à maintenant. Oh mon Dieu. Mais je vais essayer de ne pas trop prendre de temps. Mais après le secondaire, je suis allée au Collège Saint-Louis, qui est un des campus de l'Université de Moncton à Edmundston, donc pas très loin de chez nous. Puis, moi, j'avais décidé que je voulais aller en radiologie. OK, donc pas d'enfants, hein? Pardon? Les enfants... Non. Oh non, parce que... Non, Okay. Je voulais aller je les aimais bien. Écoute, l'anecdote de l'île, c'était vraiment un événement isolé. Je les aimais bien, mais c'était pas là que je m'alignais comme carrière. Et je pense que la raison pour laquelle j'étais allée là est une raison très insignifiante. Genre, la dame qui était venue à la journée de carrière, qui a présenté la radiologie, était super gentille et accueillante et convaincante. Alors, j'ai décidé, moi, ça semble intéressant, je vais aller là-dedans. Donc, je m'inscris en sciences et il y a 2 événements marquants cette année-là. Premièrement, j'ai rencontré mon futur mari, avec qui je suis encore aujourd'hui et je vis une vie très heureuse. Il est mon meilleur ami. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai subi des premiers vrais échecs académiques. Donc, pas réussi mon cours de physique. Mes maths, ça a juste passé. Donc, j'ai pas été acceptée dans le programme de radiologie. Et j'ai commencé à me sentir comme vraiment pas bonne et pas capable d'apprendre et tout ça. Mon mari, qui lui terminait son bac, moi je commençais, une petite différence d'âge, lui s'en allait à Moncton faire sa maîtrise. Alors moi j'ai pensé, non, je reste pas à Edmundston, je vais aller à Moncton moi aussi, mais je savais pas ce que j'allais faire. Et le lendemain matin, comme par hasard, dans le Madawaska, le journal, on annonce qu'il y a un nouveau programme à l'Université de Moncton qui est un bac en éducation spécialisée pour travailler avec les enfants qui avaient des besoins particuliers.
Et là, ça m'a vraiment... Je lisais ça, puis comme mon cœur faisait des petits soubresauts. Donc, j'ai appliqué, j'ai été admise à ce programme, je l'ai complété, j'ai adoré le programme, j'ai beaucoup appris. Et là, ça a influencé beaucoup le reste de ma carrière, tout ce que j'ai appris là. Et aussi, un petit clin d'œil aux emplois qu'on offre aux étudiants dans les universités. Moi, l'emploi qu'on m'avait offert, c'est d'être l'assistante aux meilleurs chercheurs qu'il y avait sur le campus. Et j'ai appris tellement au sujet de la recherche. Et ça m'a longtemps habité et ça m'a beaucoup aidé encore aujourd'hui. Donc, c'est ça. On s'est mariés à ce moment-là. Et là, mon mari a reçu ou obtenu un emploi à l'île du Prince-Édouard. Tu n'étais pas revenue depuis tes 16 ans? Non, pas du tout. Jamais de la vie. J'évitais cet endroit. Mais on est venu ici. On pouvait se permettre une lune de miel de 2 jours parce qu'on n'avait vraiment pas de sous et pas de voiture. Mon père nous avait prêté son auto. Et on était à Québec et on a téléphoné à la maison. Et en tout cas, la maman de mon mari a dit, « Il y a quelqu'un qui vient d'appeler de l'île du Prince-Édouard, elle veut te rencontrer. » En tout cas, alors on est vite revenu ici. Et puis, mon mari a obtenu le poste. Puis c'est ça. Moi, il me restait 4 mois à finir mon bac. Puis c'est ça. J'ai terminé le bac. Et cette première année à l'île du Prince-Édouard, on restait pour 1 an, n'est-ce pas? Okay. C'était juste 1 an, oui. Et là, il y a une magie qui s'est opérée. Donc, premièrement, la gentillesse des gens. On a connecté tout de suite. Et à ce moment-là, c'était plutôt les gens de la région évangéline. On a connecté tout de suite avec ces gens-là, leur authenticité, leur gentillesse. Ils nous invitaient à souper, tout ça. Et moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand, au secondaire, j'étais un petit peu nerd, j'aimais lire, mais j'aimais aussi la musique traditionnelle. J'aimais cuisiner, faire du pain, confiture, tricoter. Comme qui faisait ça à cet âge-là? Comme juste moi et 2 autres personnes. Mais j'aimais beaucoup la danse traditionnelle. C'était dans mes tripes. Et quand on est arrivé à l'île, cette première année-là, on nous a annoncé qu'il fondait une troupe de danse folklorique. La même année? Exactement en même temps. En 1977. Et que cette troupe allait se rendre danser en Europe. Alors moi, j'ai joint cette troupe-là et je me suis lancée là-dedans avec tout mon être. Et c'était comme si on m'avait allumé une flamme. Et la première fois qu'on a dansé, on a pratiqué beaucoup. On avait des profs qui nous venaient de Montréal, du Québec et tout ça, nous enseignaient des danses, des gens de l'île aussi. Et puis, j'ai appris à giguer. Donc, cette année-là, cette troupe a été fondée. À un moment donné, on a pratiqué beaucoup. Et on devait se rendre en Europe si on devenait assez bon pour se rendre en Europe. Donc, au mois de juin, ils ont fait venir des musiciens, des vrais musiciens, parce qu'avant, on dansait avec des disques. Là. Et quand j'ai entendu la musique, le vrai violon, tous les instruments et la danse, oh mon Dieu, comme ce moment-là était absolument magique dans ma vie. Donc, cet été-là, on est allé en Europe. On a fait une tournée en Europe avec les danseurs évangélines. On s'appelait comme ça, la troupe. Mon mari et moi, on était juste un petit peu plus âgés que la plupart des danseurs. Cette année-là aussi, j'ai terminé mon bac, puis j'ai vu qu'il y avait un emploi qui s'annonçait à Summerside. On cherchait des professeurs d'immersion, 2. Et sans savoir même c'était quoi l'immersion, où était l'école. Je suis allée à l'entrevue parce que là, on avait des dettes d'études. On s'était acheté une auto qu'on ne pouvait même pas se permettre, mais il en fallait une. Donc, il fallait que je trouve un emploi vite. Et là, je suis allée à l'entrevue disant à mon mari, écoute, j'y vais juste pour me pratiquer à une entrevue, j'en ai pas fait. Donc, c'est certain que j'aurai pas le poste, comme je sais même pas c'est quoi là, le poste. Et à ma grande surprise, 2 heures après l'entrevue, on m'a offert le poste. Donc, j'ai été avec une autre dame, Alodie, une Acadienne. Nous avons été les 2 premières enseignantes d'immersion à Summerside. Ah, c'était les premiers postes? Oui, à Summerside. Okay. Donc, c'est ça. Donc, on s'en va en Europe. Là, on dit, on avait dit 1 an, mais là, on peut pas s'en aller. J'ai un poste. La troupe, tu sais, les amis. En tout cas, on reste une 2e année.
Et là, on continue de danser. Moi, j'apprends à enseigner. Une année très difficile parce que mes élèves ne comprenaient pas un seul mot de ce que je disais. Donc, c'était l'immersion totale. Et moi, je n'avais pas le droit de parler en anglais. Donc, je ne parlais que le français. Les enfants ne parlaient que l'anglais au début. Donc, lorsqu'on a commencé en immersion, il n'y avait pas beaucoup de matériel. Il fallait tout fabriquer le soir. Donc, je travaillais jusqu'à 11 heures le soir, à tous les soirs. Je revenais le lendemain et j'avais mes élèves. Et mon directeur m'a demandé à la fin de l'année, j'étais dans une école, c'était à Greenfield ici, une école anglaise. C'était la première fois qu'il y avait des enseignants qui enseignaient en français dans l'école. Donc, c'était un peu menaçant pour les autres aussi. Les parents étaient les premiers parents qui osaient placer leur enfant complètement en français. Donc, pour tout le monde, c'était nouveau. Le surintendant, le directeur général, amenait ses amis voir la classe parce qu'il voulait montrer son nouveau programme, tu sais. L'école n'avait pas de mur, donc j'enseignais devant... Tout le monde me voyait enseigner tout le temps. C'était ma première année. Okay. Donc, c'était très difficile. Mais à la fin de l'année, on m'a demandé, le directeur, qui était vraiment gentil, « Qu'est-ce que tu as appris cette année? » J'ai dit, « Oh mon Dieu, j'ai appris que j'adore les enfants. » Ouais. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est dangereux cette affaire-là. Je fais un bac, travailler avec les enfants, puis là, je réalise juste à la fin de l'année que je les adore. Mais vraiment, ça a été une année mémorable pour moi. Difficile, très difficile, mais mémorable. J'ai appris que je pouvais enseigner, mais que j'avais beaucoup à apprendre, que j'adorais les enfants et les parents m'ont beaucoup aidé, beaucoup encouragé. À ce moment-là, presque tous mes élèves étaient des Acadiens, mais je ne le savais pas parce que je n'avais pas compris ça. Qu'il y avait toute une histoire au niveau de la langue ici, acadien. Mais je réalisais qu'il y avait des Galland, des Richard, des Gauthier. Madame Rachel Gauthier, qui est prof à UPEI, était dans ma classe. Anastasia Desroches a déjà été dans ma classe. Donc, plusieurs personnes comme ça qu'on connaît maintenant. En tout cas, ça a été mes premiers débuts. Donc, voilà. À la fin de cette deuxième année-là, on nous a offert une bourse d'études, mon mari et moi, pour aller étudier à Grenoble pendant l'été. Et c'est pas parce qu'on la méritait particulièrement, c'est que personne ne voulait la bourse, puis ne voulait pas la perdre. Alors, on s'est dit, ben voyons, on va pas laisser un petit voyage en Europe là, sur l'étagère. Donc, on s'est rendu là-bas. Puis quand on est revenu, on a dit, ben il est trop tard pour chercher un emploi ailleurs. On va rester une 3e année. Et là, rendu à ce moment-là, on était accrochés. On avait compris que les valeurs à l'île du Prince-Édouard, la famille, les amitiés, les choses simples de la vie, la façon d'interagir avec l'eau, la plage, la nature. C'est surtout les gens. C'était les gens. On avait une vie sociale dans la région évangéline qui était vraiment charmante. Mon mari commençait à entraîner le hockey. C'était sa passion, lui. Donc, on est resté à cause des gens puis à cause des valeurs et des croyances qui s'alignaient aux nôtres. Puis que je pense que nous, on avait perdu au fil des ans, mais on a réalisé quand quelque chose t'allume autant, ça veut dire que c'est ça qu'il y avait dans ton cœur tout ce temps-là. Donc, tu restes. Et là, on a eu notre première fille, Mylène. Et là, ben, écoute, ça a été la fête. Tout le monde nous entourait, nous chouchoutait parce qu'on était tout seuls. On n'avait pas d'autres familles ici. Donc, l'accueil qu'on a eu avec Mylène, incroyable. Donc, ça, c'était les tout débuts. Donc là, moi, j'ai un bébé maintenant. Et il est arrivé ce que je ne m'attendais pas qu'il allait arriver. Je suis tombée par-dessus la tête, mais par-dessus la tête en amour avec mon bébé. Et là, je ne voulais plus aller travailler. Je voulais juste rester à la maison avec mon bébé. Je me suis mis à penser, je ne sais pas si je l'ai vu à quelque part ou j'ai entendu, qu'on pourrait peut-être partager un emploi comme enseignante, tu sais. Mais là, il me fallait que je me trouve quelqu'un avec qui partager et il fallait que je convainque des nouveaux patrons, parce que je suis nouvelle dans le système, que c'est une bonne idée de me laisser enseigner 5 mois et laisser quelqu'un d'autre enseigner 5 mois. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais
je vais quand même nommer Colette Arsenault, ma grande complice à cette époque-là, qui est encore une grande amie. Elle a décidé qu'elle aimerait ça vivre cette aventure-là. Donc, à nous deux, sur l'espace de 7-8 ans, on a eu 5 enfants. Donc, on a partagé un emploi pendant ces années-là qui nous a permis d'être à la maison 7 mois et avec de continuer un peu d'avoir un pas dans le système. Qui se faisait déjà, de partager un emploi, ou c'est un truc que vous avez un peu inventé, entre guillemets? Ma mémoire me fait défaut ici. Je ne peux pas dire qu'on l'a inventé probablement, mais on l'a certainement installé ici. Nous étions les premières, ça c'est certain. Notre DG, qui était un bon monsieur, mais complètement anglophone, mais je pense doté d'une grande sagesse, a probablement pensé, mais là, je vais perdre 2 enseignantes si je dis non. On s'était bien préparé, puis on avait rassuré les parents que le transfert entre les deux allait se faire en douceur. Moi, j'arrivais en 2e, donc Colette commençait, mais moi, je venais à l'école plus tôt, voir les enfants, commencer à les connaître, puis c'est ça. Et je prenais la relève pour la fin de l'année. Donc ça m'a beaucoup aidée, et c'est ça. Et alors, à un moment donné, on a eu une 2e fille, tombe en amour encore avec le bébé, et j'ai continué à demi-temps comme ça pour un bon bout de temps. Et là, quand j'enseignais, moi, c'est ça, j'ai réalisé à un moment donné que j'avais un grand impact sur l'apprentissage des enfants. J'avais à cœur que chacun des enfants apprenne. Je sais pas pourquoi, j'étais très curieuse de comment on apprend, donc je lisais toujours des ouvrages professionnels. À un moment donné, j'ai commencé à poser des questions sur l'immersion, dans le sens que quand un élève avait des difficultés en immersion, il y a des gens qui voulaient qu'on les sorte du programme. À un moment donné, on est allé voir le même surintendant pour lui dire, écoute, on a besoin de l'appui particulier pour les enfants, il n'y en a pas pour eux. Donc, il faut absolument qu'on ait aussi des enseignants ressources. Donc, à cause de ces pressions-là, on a institué un poste d'enseignant ressources que j'ai pris parce que ça, c'était mon bac au départ. Moi, j'ai décidé que je voulais continuer d'apprendre. Donc, ça a été marquant aussi pour moi. J'ai décidé que j'avais plein de questions et j'ai décidé de continuer, faire une maîtrise dans le domaine de l'adaptation scolaire. Et puis, à ce moment-là, j'ai été beaucoup découragée par les collègues de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Mon Dieu, tu as déjà un bac, tu as déjà un emploi, tu enseignes en français, c'est assuré pour toujours ton affaire. Mais pour moi, c'était pas un emploi, c'était plus que ça. Donc, j'ai suivi mon instinct. Mon mari m'a beaucoup appuyé avec ça et mon directeur d'école. Et je suis allée faire une maîtrise à l'Université du Maine à Orono qui s'intitulait Resource Personnel in Special Ed. Et là, ça a été vraiment très gratifiant parce que je peux le faire à temps plein ou à temps partiel. J'avais choisi à temps partiel. Donc, j'enseignais mes 5 mois et à un moment donné, je suis devenue à temps plein. Et je prenais un petit congé au bout de l'année pour aller faire cette maîtrise-là et répondre à plusieurs questions que j'avais. Et c'est ça, j'ai réalisé que je pouvais avoir du succès à étudier dans des universités américaines de calibre. Et puis que j'étais à la bonne place, vraiment. J'avais vraiment trouvé ma niche, là. Comment je voulais contribuer, moi, dans la vie. C'était en éducation et particulièrement m'assurer que tous les enfants apprennent à lire. Et je recevais beaucoup d'encouragement parce qu'on disait souvent, quand tes élèves arrivent dans ma classe, ils savent tous lire. Ils écrivent mal, ta calligraphie n'est pas, tu sais, je leur enseignais pas très bien à former bien leurs lettres, mais je mettais beaucoup de temps à m'assurer qu'ils sachent lire, qu'ils aiment lire et qu'ils aiment écrire, exprimer leurs idées. Donc, ça m'encourageait bien sûr à continuer. Donc, c'est ça, j'ai continué en immersion. Et là, j'ai réalisé aussi, parce que là, j'avais des élèves à l'école, puis des enfants à la maison, donc une maman professeure. J'ai toujours pensé que ça m'a aidée des deux côtés. Puis,
un des messages que je partage encore beaucoup avec les parents, parce que j'ai la chance de collaborer avec la Fédération des parents, c'est la puissance de la lecture à voix haute. Lorsqu'on lisait à Mylène, on lisait des livres, on réalisait que, mon Dieu, il y a plein de mots dans ces livres-là, des livres d'enfants, que nous, on n'utilisait pas. Puis on avait, tu sais, on était tous les deux quand même éduqués, là. Et moi, j'ai constaté à l'école que les enfants, ce qui les empêchait de lire, c'était pas autant décoder les mots, on leur enseignait ça très bien, mais c'était qu'ils arrivaient à du langage qu'ils ne comprenaient pas. Donc, j'ai réalisé, OK, quand je leur parle, ils apprennent à parler, oui, mais c'est pas suffisant pour comprendre ce qu'ils lisent. Il faut que je leur lise des livres parce que le langage des livres est différent, oui, surtout en français. Donc, j'ai réalisé à la maison avec mes filles, je vais leur remplir le cerveau de langage de livres, on va avoir du plaisir à lire, etc., etc. C'était pas académique, c'était plutôt le plaisir. Et à l'école, je dois faire la même chose. Je dois lire beaucoup de livres à voix haute à mes élèves, des livres qu'un jour ils vont lire eux-mêmes, mais avant, il faut qu'ils entendent ce langage des livres. Et ça a été, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même par instinct, mais à un moment donné, j'ai commencé à lire là-dessus, puis tous les chercheurs du monde entier s'entendent pour dire que c'est une des grandes recettes pour former des lecteurs, c'est de les mariner dans les livres, dans le langage des livres, et de garder tout ça plaisant et amusant. Donc, voilà, ça a été une grande leçon à ce moment-là que je garde pour toujours. Pendant tout ce temps-là, j'étais pas encore consciente du fait qu'il y avait eu à Summerside, chez les parents de mes élèves, chez les grands-parents de mes élèves, qu'il s'était passé quelque chose de vraiment important. Tu sentais quelque chose ou non? Ben, j'avais des petits indices parce que les grands-parents venaient au concert de Noël avec les parents puis les petits-enfants et venaient me voir par la suite puis ils pleuraient. Et ça, c'est arrivé des dizaines de fois. Ils disaient « Merci d'enseigner le français à ma petite fille. J'ai pas pu donner cette langue à mes enfants, mais là, mes petits-enfants vont l'avoir. » Puis c'était des histoires toujours un peu différentes, mais semblables, le même thème. Puis à un moment donné, je pensais, ben voyons, c'est quoi qui s'est passé ici? J'ai commencé à poser des questions pour réaliser que à un moment donné, on avait interdit aux parents de parler français à la maison parce que ça les mélangeait. Ils disaient que ça mélangerait les enfants à l'école qui étaient tout en anglais. Il n'y avait pas d'immersion dans ce temps-là. Là. Et là, j'ai réalisé, mon Dieu, il y a plein d'Acadiens qui ont perdu, qui se sont sentis qu'ils n'avaient pas la permission de parler leur langue à leurs enfants à cause du système scolaire qui leur déconseillait de le faire. J'ai juste appris ça par petits bouts. Et maintenant, c'est très clair ce qui s'est passé pour moi. C'est clair comme de l'eau de roche. Et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais à ce moment-là, je ne réalisais pas ce qui s'est passé. Et mes filles étant... Là, on a commencé à s'impliquer dans la communauté de Summerside. On était toujours liés à Evangeline parce que mon mari était enseignant, conseiller en orientation. Il a enseigné aussi, il était aussi à la direction scolaire à Evangeline. Nos filles sont allées à l'école française à Evangeline, même si nous habitions à 3 minutes de marche de l'école d'immersion. Et encore ça, c'était une décision vraiment d'instinct ou de cœur. On s'est même jamais posé la question de placer nos enfants à l'école à côté de chez nous. Non, elles allaient en autobus à l'école française à 15 minutes. Puis encore là, je me dis, mais comment est-ce qu'on a pensé ça? On ne savait pas, personne ne nous avait dit. Là. Mais il y avait des indices. Par exemple, moi, j'enseignais la première année en immersion. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de maternelle, donc je les avais, les enfants, quand ils arrivaient, là, juste anglophones. À un moment donné, je suis allée à une rencontre pour ma fille, la plus vieille, et j'ai réalisé qu'on me présentait un peu le même programme que moi, j'enseignais à mes élèves d'immersion. Et ça m'a dérangée un peu parce que je me suis dit, mais voyons,
c'est une école française, là. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une différence entre le programme français et l'immersion? Alors, je suis allée me plaindre à la direction, qui était mon mari dans ce temps-là. C'est plus facile. Ou non, lui, il s'occupait des programmes de français. Il n'était pas le directeur, mais des programmes de français. Et bref, l'histoire courte, c'est que les gens ont bien écouté. La personne au ministère, à l'époque, a bien écouté. La direction de l'école, mon mari comprenait ce que j'essayais de dire. Et l'année d'ensuite, on avait changé les programmes à l'école française pour que ça soit comme les écoles françaises au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, ça a été un changement. Et j'ai appris que... Qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là? Je pense que j'ai appris que lorsque ton cœur te dit que quelque chose n'est pas tout à fait juste, il faut le dire. Et les gens vont écouter si c'est logique et si ça a du sens et c'est fait avec bienveillance. Donc, j'aime croire que cette petite décision-là a eu un impact sur cette cohorte d'élèves et ceux qui sont venus par la suite. Parce qu'on a rehaussé les attentes pour les élèves francophones. Ce n'était plus le même programme que l'immersion. J'ai commencé à m'impliquer dans la communauté. Je suis devenue présidente de la Belle Alliance à ce moment-là. On a commencé des camps d'été pour les enfants. Donc, j'avais tous mes élèves et les élèves que j'avais enseignés. Donc, tu sais, quand tu enseignes la première année, tu enseignais tout le monde de l'école. Et puis, à ce moment-là, il y avait plusieurs enfants qui venaient de la base aérienne, la base de Summerside. On avait une base ici, une base militaire. Okay. Donc, plusieurs enfants québécois étaient dans ma classe. Donc, finalement, à un moment donné, j'avais des élèves... C'était plus comme au début, là, où ils étaient juste anglophones. J'avais aussi 2 ou 3 francophones à chaque année. Donc, c'est ça. On a fait partie de la communauté comme ça. On a essayé d'organiser des choses communautaires, des événements communautaires, tout en continuant de faire partie de la communauté évangélienne. Parce que nos filles allaient à l'école, là, mon mari, c'est là qu'étaient les cours de danse, les sports et tout ça. Il n'y avait pas d'école française ici. Et à ce moment-là, je voyais qu'il y avait des gens qui commençaient à vouloir une école française, mais moi, j'étais en immersion. Donc, à quelque part, j'ai comme reçu le message que tu ne t'impliques pas là-dedans parce que vraiment, c'est l'autre commission scolaire, tu sais. Puis je pense qu'à ce moment-là, je pensais, OK, mes filles sont correctes, sont à la bonne place pour nous. Je n'avais pas pensé qu'on pourrait se battre pour une école ici, à ce moment-là. Mais, ouais, j'ai compris après. Donc, c'est ça. À un moment donné, mon mari a eu un congé sabbatique. On est déménagé à Québec. La plus vieille était en 8e, 7e ou 8e. La plus jeune était en 4e année. Et moi, c'est ça, on est tous allés passer l'année à Québec. Et moi, je revenais en immersion, comme mon poste était là. Puis, tu faisais les 5 mois ici toujours? C'était... Non, depuis un bout de temps, là, j'étais à temps plein. Quand les filles ont commencé l'école, j'étais toujours à temps plein, absolument. Puis j'étais en adaptation scolaire. J'étais une enseignante ressource à ce moment-là. Ouais. J'étais plus dans la classe. Je suis allée en classe en première année, plusieurs années, ensuite 3e. J'ai même fait la 2e une année, je pense, ou la 3e, oui, 4e. Mais là, en ressources, c'était 1 à 6. Donc, je voyais tous les programmes. Mm-hmm. Ouais. Donc, on s'en va à Québec. Et moi, c'est ça, j'en ai profité pour aller étudier avec une de mes idoles, Mme Jocelyne Giasson. Mais c'était juste, j'ai suivi 4 cours en tout cette année. La plupart du temps, j'étais à la maison. J'ai continué de suivre des cours de danse, etc. Et quand on était à Québec, j'ai reçu un appel de Gabriel Arsenault, qui était le surintendant à la commission scolaire de langue française, qui s'appelait l'Unité 5, je pense, à ce moment-là, pour voir si j'étais intéressée à un poste de coordinatrice ou conseillère en adaptation scolaire. Donc, pour moi, ça voulait dire un gros changement. Je changeais de commission scolaire. J'allais travailler plutôt dans la région évangéline et à Charlottetown qu'ici, etc. J'ai décidé de faire le saut et j'ai jamais regretté ma décision. Ça a été une très bonne décision. Voilà. Donc, tout à coup, c'est ça, je m'occupais des programmes en adaptation scolaire. C'était une période de changement parce qu'on commençait à inclure des élèves, à fermer les classes spéciales et à
inclure les élèves dans les écoles. Donc, plus de classes spéciales, c'était l'intégration totale, là. Donc, des élèves qui avaient le syndrome de Down ou qui avaient des besoins particuliers faisaient tous partie de la classe. Donc, ça, c'était au tout début de ce mouvement-là. Et j'étais tellement fière de l'école Evangeline en particulier, parce que c'était plutôt là que ça se passait, l'inclusion, à ce moment-là, parce qu'ils ont été des champions à ce niveau-là. Ça n'a pas été facile, parce que j'ai toujours beaucoup cru dans l'inclusion et j'y crois encore, mais je pense que ça doit venir avec des services. Donc, à un moment donné, il a fallu aller chercher des services et tout ça. Je peux te poser une question, si tu veux. J'aimerais savoir, donc tu as vu l'évolution entre l'immersion, puis l'école française, et puis maintenant les deux systèmes qui sont faits en parallèle. Comment tu vois, en fait, les différences entre les deux systèmes? Quels sont les bienfaits et les méfaits, si on peut dire, entre les deux systèmes? Parce que souvent, on entend parler c'est pas un affrontement, mais le mot me vient pas, entre les deux, un système est meilleur que l'autre. Et je voulais savoir un petit peu, toi, ce que tu en pensais. Parce que tu as vécu les deux, du coup. J'ai vécu les deux. J'ai passé beaucoup plus d'années maintenant dans le système francophone. Mais lorsque j'ai été à la commission scolaire de langue française, en adaptation scolaire, j'ai vite réalisé qu'on avait besoin de s'occuper de tout le système parce que les difficultés scolaires commencent tôt, dans les premières années. Donc, il faut absolument qu'on s'assure que les enfants aient des bases solides en lecture-écriture dès la première année, les 2 premières années, parce que ça a un impact. Alors, les décrocheurs qu'on aurait eu à cette époque-là, en 10, 11, 12, auraient été des enfants qui auraient eu des difficultés au début. Et comme système, on n'avait peut-être pas pu gérer ou régler ça. Donc, on a mis beaucoup d'énergie, oui, à offrir des services, mais en même temps, d'aller renforcer le plus possible la pédagogie dans les salles de classe. Et c'était comme ça partout. C'est pas juste ici là, que ça se passait comme ça. On avait réalisé à ce moment-là qu'il fallait enseigner de façon encore plus puissante à lire et écrire dans les premières années. Donc, il y a tout un mouvement qui a commencé à l'échelle assez grande où on voulait revoir un peu les méthodes d'enseignement en littératie. Le terme littératie est apparu. Donc, on a fait beaucoup de travail dans la province à ce moment-là pour outiller tous les enseignants afin qu'elles puissent... afin qu'on puisse tous ensemble assurer la réussite de tous les élèves le plus tôt possible. Donc, il y a eu un grand travail qui s'est fait à ce moment-là et ça a mené le ministère à concevoir des postes de mentorat en littératie. Donc, à un moment donné, il y a eu des postes de mentors qui sont sortis. Et moi, c'est ça, je suis devenue une de ces 2 mentors-là. Il y en avait 2 au départ en français. Puis notre rôle, c'était d'appuyer les pratiques en salle de classe pour que, comme équipe école, on ait les pratiques pédagogiques les plus récentes, les plus puissantes, selon les recherches, pour assurer que les enfants deviennent des lecteurs compétents, confiants et tout ça. Donc, quand je suis devenue mentor, à un moment donné, ils ont ouvert un poste au ministère de spécialiste en littératie. Et encore là, j'ai postulé pour ce poste-là. Et à ce moment-là, je suis revenue avec l'immersion et français langue première. Donc, j'ai commencé en immersion, je suis allée en français langue première. On a fait un bon petit bout de chemin en littératie. Là, je suis devenue mentor plus provinciale. Et là, il y avait les 2 programmes de retour dans ma vie. Donc oui, j'ai eu la chance de bien comprendre les 2 programmes. Ce que je dis en public aux parents des écoles françaises, parce que j'ai un contrat avec la Fédération des parents pour appuyer les parents. Les parents ont toujours fait partie de ma vie. En immersion, ils m'ont beaucoup appuyé, mais en français langue première,
c'est eux qui m'attendaient. Le jour même où j'ai été embauchée, il y a des mamans qui m'attendaient avec de l'argent, pas pour moi, mais de l'argent pour des projets. Elles voulaient monter un club de tutorat pour leurs enfants. Elles voulaient des services pour leurs enfants. C'était des mamans qui avaient des besoins, des enfants qui avaient des besoins. Et moi, je me suis tout de suite connectée à ces femmes. C'était toutes des femmes qui voulaient tellement le bien pour leurs enfants. Et je suis devenue, je pense, une avocate pour les enfants et ces parents-là, parce que je comprenais ce qu'elles voulaient. Elles voulaient que leurs enfants aient toutes les chances au monde de devenir qui ils voulaient être dans la vie. Et je savais que ça passait par la lecture, l'écriture, les compétences langagières. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais dans le système pour qu'on puisse donner à tous ces enfants cette chance d'être qui ils veulent être. Donc, c'est ça. Pour répondre à votre question, je ne l'ai pas oublié, je pense que le programme d'immersion est bien sûr un bon programme qui a fait ses preuves. Je pense que sa raison d'être, c'est d'offrir aux élèves des compétences, des connaissances, des compétences dans la langue française pour qu'ils puissent pouvoir très bien fonctionner en français. C'est un programme qui existe dans les écoles anglaises, donc par le fait même, les enfants vivent dans un milieu anglophone, quoi qu'ils étudient en français. La façon que le programme est bâti, les enfants commencent avec la journée entière, presque, en français, mais plus ils avancent, moins il y a de français, pour différentes raisons. Systémiques peut-être. Donc, à la fin 12e, et là, je n'ai pas les données, les statistiques, et je ne suis pas placée pour les donner, ils ont probablement passé moins de temps en français que, bien sûr, des élèves dans une école française où tout est en français de la maternelle à la 12e année. Alors, je vais laisser l'immersion de côté, autre que dire que c'est un bon programme si tu es une famille anglophone qui veut que ses enfants atteignent des bons niveaux au niveau de la langue française. Excellent programme, vas-y. Mais si tu veux que ton enfant veuille un jour transmettre la langue à tes petits-enfants, moi, j'irais plutôt du côté des écoles françaises parce que c'est la raison d'être. L'école française a deux missions. Toute la mission académique, avoir des compétences, des connaissances élevées académiques, mais aussi d'avoir développé une identité comme francophone et une appartenance et de vouloir revenir et continuer de bâtir cette communauté et de transmettre la langue à tes enfants, etc., etc. Je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de nos amis anglophones qui comprennent notre raison d'être et puis qui apprécient, puis qui se joignent à nous pour plein de choses. Mais je pense qu'il faut protéger cette entité francophone qui a comme but de transmettre la langue de ses ancêtres et de son cœur à la prochaine génération et que ça continue de se faire. Et je pense qu'il faut la protéger un peu comme les baleines bleues ou les animaux en voie de, je ne veux pas utiliser le mot disparition parce qu'on ne va pas disparaître, mais qui sont fragiles. C'est un écosystème fragile parce qu'il est entouré d'anglais et c'est pas mauvais là, l'anglais, c'est juste que quand tu es entouré de cette langue qui est forte, la tienne peut disparaître facilement sans t'en rendre compte. Et je pense qu'il faut de façon intentionnelle la protéger en lui donnant des projets spéciaux, un traitement préférentiel. Pour moi, il faut que ça soit préférentiel parce que c'est fragile. Et j'ai un grand attachement à la communauté acadienne ici. C'est eux qui m'ont appris qu'on peut perdre une langue facilement. Je dis toujours dans les rencontres de parents qu'au début des années 60, une fois que j'ai appris l'histoire, là, il y avait 60 écoles françaises, du Prince-Édouard, acadienne française. Et à cause de la consolidation des écoles, le gouvernement en a fermé 59 des 60. Donc, il en reste une. C'était l'école évangéline. Pourquoi elle est encore là? C'est parce que des gens qui se sont réunis en secret
pour la garder ouverte. Et maintenant, dernièrement, j'ai fait des liens avec l'ordre secret et tout ça, mais c'est fascinant, cette histoire-là. Puis je dis toujours que si c'était pas de ces gens-là, on aurait probablement plus de Français à lire. On en aurait, mais ça serait plutôt, très ponctuel, oui. Exactement. Donc, ça vient me chercher, moi, quand je vois nos familles acadiennes qui, de façon inconsciente, complètement inconsciente, où la langue est moins transmise parce qu'on ne veut pas, peut-être, je ne sais pas, pour différentes raisons, c'est inconscient. On ne réalise pas que ça peut se perdre. Et une autre chose que je dis aux parents, ou que je mentionne aux parents, puis eux font ce qu'ils veulent après, mais j'essaie parce qu'il y a tellement de choses que j'ai découvertes par moi-même. Je n'avais pas compris, moi, que quand tu as un petit bébé, la première langue que tu lui parles, c'est ta relation va se développer dans cette langue-là. C'est très émotionnel, la langue. Et que c'est important que tu penses avant dans quelle langue est-ce que je veux développer ma relation avec mon enfant et tout de suite l'installer au départ. Moi, je ne savais pas ça. Par accident, par hasard, j'ai développé ma relation avec mes filles en français parce qu'on était francophones dans la maison. Mais si mon mari avait été anglophone, peut-être que pour ne pas l'exclure, j'aurais choisi de parler en anglais et peut-être des fois en français avec mon enfant. Tu comprends? Je comprends parfaitement ça. Mais maintenant, on sait, les recherches nous disent qu'il y a des recettes, il y a des principes. Un des principes, c'est un parent, une langue. Si le parent francophone parle en français à l'enfant et le parent anglophone parle anglais à l'enfant, à 4 ans, tu vas avoir un enfant parfaitement bilingue et chacun aura gardé sa relation de cœur avec sa langue. Personne perd, l'enfant gagne parce que, tu sais, les petits cerveaux peuvent apprendre plusieurs langues. Ils sont programmés, nos cerveaux sont programmés pour ça. Je ne le savais pas, ça. Je l'ai appris plus tard. Et maintenant, j'aime parler de ça avec les jeunes parents pour qu'ils sachent et après, ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. Donc, quand je vois des familles où j'ai connu, moi, les grands-parents complètement francophones, les parents pas mal francophones, tout à coup, les enfants un petit peu moins francophones, on adopte plutôt l'anglais dans la famille, sans réaliser que leurs enfants, à eux, ça se passe pas mal tout en anglais, sauf à l'école. Et je me dis, le câble de transmission est devenu de plus en plus mince, sans qu'on le réalise, sans mauvaise intention. Et je pense que c'est un risque à prendre de laisser l'école seulement s'occuper de la langue française. Parce que les enfants sont à l'école, je suis généreuse, je dis 25% du temps. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit dernièrement, Diane, c'est pas plus de 20%, puis c'est plutôt 15-18 là. Alors, où va-t-on aller chercher l'autre 80% pour renforcer le câble? On dit aussi que c'est entre 40 et 60% du temps dans une langue pour devenir confiant et compétent à la parler. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher au-delà du 20%, mettons, l'autre 25%? Il faut faire ça de façon consciente. C'est pour ça qu'on a besoin de notre communauté, etc. On a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de se rallier et de faire ça avec intention et avec beaucoup d'amour aussi. Il ne faut pas commencer à dire « Oh, parle français, ou parle pas... » C'est pas ça, là. C'est le faire avec... C'est nos actions, c'est qui on est qui se transmet. C'est pas qu'est-ce qu'on dit. Alors, mes enfants, un de mes beaux moments, c'est quand ma fille m'a téléphoné et m'a dit « Maman, tu sais, toutes les fois qu'on a ri de toi quand tu disais chez Tim Hortons, parlez-vous français? » Tu sais, on était en arrière dans l'auto, puis on riait, moi puis ma soeur. Ben, je vais juste te dire merci d'avoir fait ça. Ça a été un beau jour pour moi, comme j'en ai pleuré, parce que, tu sais, faire ça, c'est aller un peu à l'encontre, puis, ouais, c'est ça. En tout cas, ouais. Merci, c'est passionnant. C'est vraiment, les choses sont beaucoup plus claires, je trouve. Je voudrais aussi te poser une question. Tu as parlé de ton enfance, du fait que tu étais adoptée, que tu t'es cherchée aussi. Oui. Et là, aujourd'hui, tu dis aux enfants, je veux vous donner les clés pour être qui vous voulez être. Oui. Qui tu voulais être, toi, quand tu étais petite?
et par rapport à ce que tu es devenue? Qui je voulais être? Je ne sais pas. Je pense qu'inconsciemment, j'étais peut-être une enseignante déjà. J'avais un tableau, j'avais des cartes éclairs que j'avais achetées aux États-Unis, une craie. Mon frère et mon chat étaient mes élèves. Non, peut-être que je voulais être ça aussi. Je ne sais pas qui je voulais être. Quand j'étais petite. Ça se construit aussi avec le temps, peut-être. Tu as tout compris. Je pense que j'étais pas mal mélangée. Je ne savais pas. Aucune idée. Même que j'étais bouleversée par rapport à ça. Qui je suis. Puis, j'étais comme la fille la plus chanceuse au monde. J'ai rencontré des gens tout au long de mon parcours qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont permis de faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. À un moment donné, j'ai reçu un appel. Mais c'est comme M. Gabriel qui m'a téléphoné pour comme l'immersion. Il y a une dame qui s'appelait Marguerite Arsenault, qui a été ma première patronne. Elle m'a beaucoup encouragée en immersion. En tout cas, beaucoup d'encouragement. Monsieur Miles Turnbull, Vianne Timmons à l'Université de l'Île du Prince-Édouard, qui me téléphone un jour, puis elle a dit « Viendrais-tu enseigner le cours d'inclusion à l'université? » Miles Turnbull qui me demande si j'enseignerais le cours, si je l'accompagnerais dans l'enseignement du nouveau bac en éducation en français à UPI. C'est des gens qui m'ont ouvert des portes, qui ont eu confiance quand moi, je n'avais pas cette confiance. Puis, j'ai appris de cette leçon-là combien important c'est d'encourager les gens. Puis des petits gestes, des petits mots comptent pour beaucoup. Des petits gestes, des petites choses, une petite parole peut beaucoup encourager quelqu'un, comme ça peut aussi démolir. Mais ouais, je pense que j'ai été très chanceuse de rencontrer les gens tout au long de ma vie. Un type, Yves Nadon, que vous ne connaissez pas, mais du Québec, qui m'a invité un jour à venir présenter un atelier à un congrès national au Québec. Écoute, je ne me voyais pas comme ça, là, la personne qui fait ça. Je suis allée avec beaucoup d'encouragement. Et c'est ça, la suite a donné que je fais maintenant partie de l'organisme qui m'avait invitée. Et on offre des congrès, des perfectionnements aux enseignants qui travaillent en français un peu partout au Canada. Donc, je ne savais pas du tout qui je voulais être. Ça s'est construit. Il y a des portes qui se fermaient. La médecine s'est fermée. L'éducation s'est ouverte à grand ouvert. Et c'est un peu comme ça que j'ai continué, je pense, de voir où ça me mène, puis suivre mes croyances et apprendre beaucoup en observant c'est quoi qui se passe, qu'est-ce que j'apprends de mes gestes, est-ce que je suis sur la bonne piste ou non. Ouais. C'est intéressant. C'est aussi intéressant, je trouve, tu sais, quand tu dis on m'a ouvert des portes, on m'a fait confiance, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est aussi la manière dont tu le reçois qui est importante. Parce que tu aurais pu le recevoir et te dire, non, c'est pas pour moi et j'y vais pas. Tu vois, tu as aussi eu cette je sais pas si c'est une facilité, parce que j'imagine que tu y as beaucoup pensé, mais de dire, OK, j'ai cette chance, quelqu'un me fait confiance, je l'attrape, je le prends et j'y vais. Ça aurait pu être complètement différent si toi, tu n'avais pas eu le comportement d'y aller et de... Ouais, peut-être. C'était juste... Je réalise que dans ma vie, puis je pense que chaque être humain est ici pour quelque chose. On a tous notre contribution. Puis lorsqu'on peut la trouver, je pense qu'on ne travaille pas vraiment, on joue. Lorsqu'on peut trouver ce qui est notre raison d'être, je pense qu'on le sent. Et moi, j'ai une chose vraiment bizarre quand je fais un recul. J'ai eu beaucoup de comme première enseignante d'immersion, première enseignante de ressources en immersion à Summerside, première mentor en littératie, toujours avec une autre personne. Il y avait toujours soit une autre personne ou première à enseigner, tu sais, en français à l'université, mais avec Miles Turnbull, bien sûr. Donc, il y a eu beaucoup de premières et c'était toujours difficile parce qu'il n'y avait pas de modèle. Souvent, ça venait, ces postes-là, sans un mode d'emploi. Il fallait presque le construire. Et j'ai aussi beaucoup appris l'importance de l'équipe. Et
il y avait toujours des gens autour bienveillants et je suis éternellement reconnaissante à tous les gens avec qui j'ai fait équipe. Parce que toute seule, j'aurais jamais rien pu accomplir. Ça aurait été très limité. Mais il y avait toujours des gens autour qui gravitaient et qui gravitent encore. Je suis entourée, je te dis, de gens phénoménaux. Et c'est comme ça qu'on a bâti plein de choses en éducation, notamment. On a aussi monté un festival mondial de danse à un moment donné qui a duré 5 ans, mais c'était une équipe, c'était un groupe de gens. Puis il y avait toujours du plaisir avec tout ça. Le plaisir de construire quelque chose qu'on sent qui vaut la peine pour notre communauté, tu sais. Mm-hmm. Et la famille a toujours été proche parce que mes filles font partie du système scolaire, ou en ont fait partie. Elles ont toujours été proches. Je pensais jamais qu'elle allait choisir ce domaine, jamais de la vie. Mais c'est bizarre, ouais. Mais en tout cas, je les admire tellement. Elles m'ont apporté beaucoup du côté personnel, mais aussi du côté professionnel, de travailler avec elles. Non, c'est quelque chose. Ça, c'est toute une autre histoire, mais... Mm-hmm. J'ai envie de te poser une dernière question. Oui. J'aimerais que tu me dises comment tu définirais, toi, ton féminisme? C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment pensé en ces termes-là. En termes, par exemple, si je prends du recul, vous êtes un organisme que je suis à distance et que j'admire beaucoup. J'admire parce que vous le faites d'une façon moderne et humaine. Et j'ai décidé à un moment donné que je ne pouvais pas adopter toutes les causes. Donc, je me suis consacrée, moi, à la littératie et maintenant à la langue et tout ça. Et bien sûr, ma famille a toujours été numéro 1. Mais je suis consciente qu'à côté, il y a d'autres domaines qu'il faut adresser puis qu'il faut aller nourrir et tout ça. Donc, pour moi, dans mon domaine à moi, j'ai jamais vécu d'injustice ou de situation où j'ai senti que comme femme, je n'avais pas été traitée d'une façon adéquate. Mais je suis très consciente qu'il y a des iniquités que j'appelle cachées ou un peu invisibles. Comme exemple, je peux presque garantir que dans 2 semaines, tous les systèmes s'effondreraient si on fermait les CPE. Et qui est le moins payé dans nos systèmes? Et qui travaille dans nos CPE? Alors, à quelque part, je pense qu'il y a des grandes injustices qui ne paraissent pas parce qu'elles sont un peu cachées dans des couches de décisions sociétales. Donc ça me préoccupe. Pas eu le temps de me rendre là avec d'autres, mais quand je peux, j'aime en parler parce que je me dis, il y a une injustice là, quelque part. Oui. Quoi d'autre que je pourrais dire à propos de ça? En blague, je dis toujours que si les hommes avaient à faire des mammogrammes sur leurs testicules, on aurait inventé une autre façon de faire les mammogrammes. Ça, c'est sûr. Mais en règle générale, je pense que si les problèmes féminins touchaient les hommes, oui, beaucoup de choses seraient différentes. Je pense que oui, absolument. Certainement. On y aurait donné plus de... Ça me dérange qu'à quelque part dans le monde, il y a des femmes qui ne peuvent pas aller à l'école. Je pense qu'à quelque part, en donnant ces compétences en littératie, on donne aux femmes et aux hommes des outils pour s'épanouir. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'y tiens aussi. On leur donne les outils pour aller où elles veulent aller, finalement. C'est un outil qui est anti-pauvreté, la littératie. Donc, tu sais, ça vient me rejoindre à ce niveau-là. Voilà,
je pense que c'est toujours là. Puis même si au Canada, on a fait beaucoup de chemin, je pense qu'il y en a encore à faire. Beaucoup. Ma mère était un bon modèle, je pense, dès la naissance. C'était une femme, elle n'était pas une femme soumise. Son père voulait pas que les filles apprennent à conduire, donc elle a appris en cachette. Puis mon père, elle a épousé mon père quand même assez jeune, et mon père se demandait pourquoi il n'y avait pas d'essence dans sa voiture. Tu sais, après 2-3 jours, mais c'était elle qui partait faire des randonnées en auto, tu sais. En tout cas, donc, elle était traditionnelle sur des côtés, mais pas sur ce côté-là. Donc, j'ai jamais vu un modèle d'une femme qui n'avait pas ce qu'elle devait avoir à cause du fait qu'elle était une femme. Donc, elle prenait sa place dans la famille, puis aussi dans le voisinage et tout ça. Donc, j'ai pas vu ça, moi. Mais je suis très, très consciente qu'il y a des inégalités, puis qu'il faut absolument continuer. Ouais. Puis écoute, j'ai des amis qui ont vécu de l'abus. Je suis consciente de tout ça. Et c'est certain que ça me préoccupe comme femme. Puis je suis contente qu'il y a des gens qui y passent, ils consacrent beaucoup de temps et qui poursuivent tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci de ton partage. Merci de nous avoir donné tout ce temps et tout ce savoir sur l'éducation et sur ta vie et ton parcours. Merci 1000 fois et à bientôt. Ça fut un plaisir. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.